Il est 20 h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. Nous sommes le 6 mars et l'hiver n'est pas fini. Le froid revient dès cette nuit. Température négative à Paris, Rouen, Orléans, dans le centre et dans l'est du pays. Attention également au retour de la neige. Dans l'actualité, Nicolas Sarkozy est venu, a vu, mais a-t-il convaincu? Visite ce matin au Salon de l'Agriculture, un secteur en pleine crise et en demande. Il a évoqué la préférence communautaire et annoncé une augmentation des prêts bonifiés. Est-ce suffisant? Réaction et reportage. La politique et les régionales à une semaine du scrutin. Dernier sondage, coup de projecteur ce soir sur la campagne de Ségolène Royal face à Dominique Bussereau en région Poitou-Charentes. Et puis notre invitée ce soir, Marie-Georges Buffet. Comment se porte le front de gauche? Est-elle confiante ou pas? Eh bien on verra cela avec elle tout à l'heure. Nous reviendrons sur ce braquage à main armée en plein tournoi de poker à Berlin. Les 6 malfaiteurs ont dérobé en quelques minutes 800 000 €. Tout cela a été filmé par les caméras de surveillance. Un samedi de sport avec l'équipe de France de tennis qui se qualifie facilement pour les quarts de finale en Coupe Davis face à l'Allemagne. Le choc du top 14, Stade Français Toulouse et l'humiliation pour les Parisiens, défaits 29-0. Enfin, un anniversaire ce soir à vivre en direct sur France 2, le 25e des Victoires de la musique. Invité d'honneur Stevie Wonder, Charles Aznavour et toute la nouvelle génération, les favoris et puis le programme, on verra cela avec Nagui et Michel Drucker tout à l'heure. Voilà pour les titres, merci d'être avec nous. C'est, on l'espère, le dernier coup de froid de l'hiver, mais une nouvelle fois les températures vont chuter dans les heures qui viennent un peu partout en France. La neige avait en tout cas déjà fait son retour dans l'est du pays, quelques flocons. Alors les derniers ou pas, élément de réponse avec Juliette Guérin et Alferdit Ibrahimaj. C'est bientôt le printemps, j'espère. Un petit tour et puis s'en va. Après quelques jours de redoux, le printemps a de nouveau laissé place à l'hiver. Ce matin à Mulhouse, il a fallu ressortir les pelles et le gros sel. Ouais, c'est vrai que cette année ça a duré dans le temps. Depuis le 15 décembre, on est après, ça commence réellement à être long. Et oui, déjà mi-décembre, on surfait à Montmartre. Et ça patinait sévère dans le reste du pays. La première vague de froid déferle sur la France. Jusque-là, tout va bien. C'est l'hiver, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On va pas vouloir vivre 12 mois de l'année avec du soleil. Mais en janvier, le froid fait une nouvelle offensive. À Avignon, on skie au pied du Palais des Papes. Et les villages normands reprennent des aires de stations de ski. Surtout, ne pas ranger les raquettes, elles seront encore utiles. Car fin janvier, le nord-ouest du pays se réveille encore sous 30 cm de neige. Et le 10 février, la dernière vague de froid nous offre un autre spectacle inhabituel. Un hiver pourtant pas si exceptionnel. C'était absolument pas comparable. Les grands hivers du XXe siècle, on avait des températures qui pouvaient être -3, -4 en moyenne sur 3 mois en dessous des valeurs de saison, alors que là on est à -1 degré. Donc c'est pas du tout la même ampleur. Pourtant demain, il faudra encore s'attendre à des températures inférieures aux normales saisonnières et à de la neige dans le sud-est. Nicolas Sarkozy s'est donc rendu ce matin au Salon de l'Agriculture. Le président de la République était attendu par le monde agricole qui est, vous le savez, en pleine crise. Alors quelle était l'ambiance et quel discours leur a-t-il tenu? Eh bien, c'est Mickaël Darmon et Mathieu Niewengloski qui étaient sur place. Des applaudissements et des sifflets. La visite présidentielle au Salon de l'Agriculture, c'est toujours l'exercice le plus délicat pour les équipes de l'Elysée. Cette année, la polémique, c'était l'agenda. Le président conclut le salon au lieu de l'inaugurer. Moi, je tiens à titre d'éleveur, vous remercier d'être passé sur ce Salon de l'Agriculture. Et ça fait plaisir de voir un homme politique qui assure ses fonctions. Pour Nicolas Sarkozy, les agriculteurs sont d'abord des entrepreneurs et non pas des icônes du terroir. Dans les allées de la plus grande ferme de France, il met en scène ce message. Je veux bien voir désormais avec les céréaliers parce qu'on leur a retiré une partie des subventions pour les donner aux éleveurs. Oui. Mais c'est quand même bien ça qu'on a fait. Sarkozy, est-ce que les jeunes agriculteurs doivent changer d'orientation? On produit tous à perte, mon père bosse 80 heures par semaine. Commencer à travailler. Mais on se battra pour ça. Surtout pour qu'il y ait encore des jeunes qui puissent s'installer. Un bon morceau de reblochon au bon lait de Savoie. Et dans la catégorie dégustation et toucher de vache, Nicolas Sarkozy sait qu'il perd toujours face à son prédécesseur Jacques Chirac, mais il assume sa différence. Bien sûr, aller saluer les stands, les éleveurs, les producteurs. Ça fait partie de la tradition, du folklore. Mais enfin, écoutez.
c'est pas au nombre de mains serrées qu'on va résoudre le problème des agriculteurs. Avec une enveloppe de 800 millions d'euros supplémentaires pour les exploitants en difficulté, Nicolas Sarkozy fait le pari. C'est d'abord le portefeuille des agriculteurs qu'il faut cajoler. Une compensation suffisante ou pas, la ville de Dunkerque devrait accueillir un terminal méthanier, et cela alors que, vous le savez, la raffinerie Total des Flandres doit fermer. Une annonce qui ne retient pas réellement l'attention des salariés. Reportage sur place, Denis Guérin et Patrick Wurstorm. L'annonce n'a fait qu'ajouter à leur colère. Un terminal méthanier pour compenser la fermeture de leur raffinerie. Rien de bien nouveau aujourd'hui pour les salariés de Total à Dunkerque, en grève depuis bientôt 2 mois et qui attendent autre chose de leur direction. On se demande si c'est de la provocation, s'ils veulent qu'on aille plus haut, on ira plus haut et plus fort. La direction Total, c'est vraiment provoquer les gens. Les salariés, ce qu'ils attendent, c'est tout sauf un terminal méthanier. Ce qu'on veut, c'est redémarrer. Voilà. Après, derrière, qu'on nous présente quelque chose qui tienne la route, mais là, c'est vrai que c'est énervant et il faut arrêter. Du gaz plutôt que du pétrole. Un terminal méthanier en lieu et place d'une raffinerie. L'idée est loin d'être neuve à Dunkerque. Le projet porté par EDF et auquel pourrait s'associer Total est né il y a 2 ans. En voici quelques images virtuelles, prémices d'un chantier dont le permis de construire a même été délivré en juillet dernier. Mise en service prévue en 2014, une 50aine d'emplois contre près de 400 sur la raffinerie actuellement. Évoqué au début du conflit, le projet refait donc surface sans convaincre les salariés, 2 jours avant un comité central d'entreprise qui doit décider de l'avenir du site. Il n'y a rien de nouveau et on l'a déjà refusé ce projet. Donc si c'est pour faire un CCE pour rien remettre dans le dossier, ça sert à rien. Je vois même pas ce qu'on va aller faire lundi à Paris. Hier matin, sous les applaudissements, quelques grévistes ont saisi des pièces électroniques, empêchant ainsi l'exploitation de 500 000 tonnes de pétrole brut. Dans la foulée, ils sont partis manifester à l'entrée du port, bloquant les accès pendant plus d'1 heure. D'autres actions pourraient avoir lieu dans les prochains jours. Justice avec l'épilogue d'un feuilleton qui dure depuis plusieurs années. Le Maroc a ainsi décidé aujourd'hui d'extrader l'assassin présumé de Gilles Andrué. La victime, un champion d'échecs, avait été retrouvée morte en 1995 au bord d'une rivière de l'Essonne. Une affaire à rebondissement car l'homme qui avait été condamné pour ce meurtre à 15 ans de réclusion avait réussi à échapper à la justice française en se réfugiant au Maroc. Fanny Stenler. Talentueux joueur d'échecs mais aussi flambeur invétéré, Gilles Andruet, 32 ans, va connaître un triste destin. La nuit du 21 au 22 août 1995, il est sauvagement assassiné, son corps jeté dans une rivière de l'Essonne. Le mobile, une sombre histoire de jeu et d'héritage. En 2006, l'un de ces 3 meurtriers présumés, Sacha Roule, est condamné à 15 ans de réclusion criminelle par défaut. En effet, celui-ci ne s'est pas présenté aux convocations de la police, il a fui vers le Maroc. Un pays où il s'installe, ouvre un hôtel de luxe et prend même la double nationalité. Depuis, la France avait demandé à la justice marocaine d'enquêter et de poursuivre Sacha Roule. Mais ce soir, on apprend que l'homme est extradé. Il doit atterrir d'une minute à l'autre sur le sol français et sera incarcéré dans la foulée. Ce qui est important, c'est le combat pour la vérité judiciaire qui s'ouvre. Il fallait qu'un procès se passe, il se passera en France et pas au Maroc. Pourquoi pas, mais il faut qu'il se passe. C'est en tout cas évidemment le souhait de mon client. Cette extradition, le père de Gilles Andruet, le pilote de rallye Jean-Claude Andruet, s'est battu pour l'avoir depuis toutes ces années. Un nouveau procès devrait donc se dérouler dans un délai d'1 an. Une semaine après la tempête, les initiatives visant à rendre hommage aux victimes se poursuivent. Ainsi, à l'Aiguillon-sur-Mer, en Vendée, une jeune apprentie fleuriste de 17 ans avait organisé une marche aujourd'hui dans ce village et son voisin de la Faute-sur-Mer qui ont perdu tous deux 29 personnes lors du passage de la tempête. Ce week-end est également l'occasion pour les propriétaires de résidences secondaires sur place de venir constater l'ampleur des dégâts. C'est le cas d'une famille de Marseille qui a suivi aujourd'hui notre équipe. Reportage à la Faute-sur-Mer. François Privat et Fabien Tormous. Tout juste arrivé de Marseille, Alain contient sa surprise lorsqu'il découvre sa maison de vacances. Un pavillon construit à la fin des années 60 en contrebas des digues de la Faute-sur-Mer. Ce qui, bien sûr, surprend, c'est cette épaisseur d'égout. On voit la hauteur à peu près milieu de la cheminée. Les meubles, dans leur grande majorité irrécupérables, finiront à la poubelle. Il y a eu tellement de drames et que ça reste matériel et que bon, on relativise un petit peu l'événement. Par contre, après, on se dit il y a beaucoup de travail. Un peu plus loin, dans le jardin, la porte du garage, déformée,
témoigne de la force des flots. Est-ce que depuis 40 ans, vous aviez songé au fait que la mer pouvait passer par-dessus la digue? Absolument pas. Il n'en était jamais question dans ce village. Jamais personne n'a parlé de cela. Non, non. Entièrement sécurisé. D'autres maisons étaient du siècle dernier, déjà construites. Il n'y avait pas d'indication qu'un jour il pourrait y avoir ce désastre. En urgence, un premier nettoyage pour sortir les meubles dans la cour. Spontanément, des inconnus proposent leur aide. On a une journée à rien faire à la maison, mais au lieu de la perdre, on va la gagner à aider les gens. Une semaine après la tempête, l'eau stagne toujours dans certains points du quartier. Les pompiers pourtant disposent d'une pompe surpuissante. C'est une pompe de la raffinerie totale de Dunkerque, qui a une grosse capacité de 1500 mètres cubeurs, et on a souhaité venir aider les gens sinistrés. Et pour éloigner les badauds, un arrêté préfectoral régit l'accès au village de l'Aiguillon et de la Faute-sur-Mer. Des images maintenant en provenance de Tahiti où des pluies diluviennes ont entraîné plusieurs glissements de terrain. Des inondations qui n'ont fait cependant aucune victime. C'est l'ensemble de l'archipel de la société qui a été touché avec les îles de Moorea et de Bora Bora. Météo France a maintenu son avis de fortes précipitations. À l'étranger, 945 joueurs de poker s'étaient donné rendez-vous aujourd'hui à Berlin pour un tournoi dans un grand hôtel de la ville. Au programme du jeu et du bluff, mais en aucun cas l'intrusion de 6 malfaiteurs munis de Kalachnikov, des hommes qui ont en quelques minutes dérobé 800 000 €. Retour sur les faits direction Berlin avec sur place Arnaud Boutet et Brice Boussoir. Sur l'une des tables, la caméra filme le jeu et en quelques secondes, la panique envahit la salle. Six malfaiteurs armés de fusils mitrailleurs sont en train de ramasser les mises et dérober la caisse. Ils vont repartir avec quelques 800 000 €. Direction le centre commercial situé à quelques mètres et à côté duquel une voiture les attend. Ce joueur de poker a tout vu. Ils étaient tous armés. L'un des hommes a été neutralisé par des agents de sécurité. Le braqueur a alors donné des coups de poing. Je pense qu'il n'était pas très dangereux parce que personne n'a tiré de coup de feu. Dans l'hôtel Hyatt, l'un des plus chics de Berlin, les affaires reprennent. Le tournoi continue. Et devant les tables, les joueurs paraissent peu perturbés par l'attaque qui vient de se dérouler. Ce week-end, 5 millions d'euros sont en jeu. L'événement était très attendu, il réunit quelques 945 joueurs. Le tournoi de poker de Berlin est le plus important d'Allemagne. Ce nouvel attentat sanglant en Irak maintenant, à la veille des élections législatives, attentat qui a touché la ville sainte chiite de Nadjaf. Le bilan est cette fois de 3 morts. Al-Qaïda multiplie les actions terroristes depuis plusieurs jours afin de déstabiliser le pays qui s'apprête à voter. Il faudra en tout cas encore du temps avant que l'Irak ne retrouve son équilibre, une période de transition potentiellement dangereuse avec le départ progressif des soldats américains. Exemple de cette transition, la ville de Falloujah, symbole de l'Irak rebelle, qui connaît désormais une période d'apaisement. Un homme candidat à l'élection tente de maintenir une paix précaire, un homme qui est tout simplement le responsable de la sécurité de la ville. Son portrait avec Renaud Bernard et Tristan Lebras, c'est le grand format de ce soir. Des milliers de dollars. Sheikh Raifan Saadoun distribue la manne. À un paraplégique, ce chef de tribu en donne 300 pour des médicaments pour soulager ses douleurs. C'est comme ça que Sheikh Raifan achète la paix à Falloujah. Et voici 600 $ de plus. Pour un autre qui explique que sa famille est au chômage. Falloujah, la ville était le symbole de l'Irak rebelle. Elle porte encore les stigmates des combats. Mais à la demande des Américains, Sheikh Raifan y assure maintenant la sécurité. Ce sont eux qui le financent. En échange, ils se sont totalement retirés de la ville. Aujourd'hui, si on ne sollicite pas les Américains, ils n'ont pas le droit d'intervenir par eux-mêmes à l'intérieur de la ville. Ici, l'armée américaine n'a pas laissé que de bons souvenirs. Automne 2004, l'une des plus sanglantes batailles de l'après-guerre. 6 semaines de combat. 1200 civils tués, dont 250 femmes et 200 enfants. Ils ont tout cassé.
le réseau d'eau et d'électricité. Et quand ils occupaient la ville, on était tous au chômage. Avec la police et l'armée irakienne, Cheikh Reifan a totalement pacifié Falloujah. Pour nous le prouver, il nous conduit jusqu'à une zone qu'il a surnommée Kandahar. Avant, c'était le centre d'Al-Qaïda. C'était tenu par les combattants islamiques. Aujourd'hui, bas les armes. Cheikh Reifan y est reçu à bras ouverts. On s'est tous battus contre les Américains. Grâce à Dieu et au Cheikh, on ne se bat plus. Les Américains ne savent pas maintenir la sécurité. Ils savent juste tirer. Nous savons nous y prendre. Nous sommes musulmans et nous savons comment parler à la population. Il y a 4 ans, pour protester contre l'occupation américaine, la population de Falloujah avait boycotté les premières élections. Mais demain, elle va voter et Cheikh Reifan a de grandes chances d'être élu. La preuve, selon lui, qu'entre eux, les Irakiens savent s'entendre, que le retrait des soldats étrangers doit s'accélérer. D'ailleurs, cette semaine, le contingent américain vient de passer en dessous de la barre des 100 000 hommes. C'est près de 2 fois moins de troupes qu'il y a un an. Nous vous parlions hier de la crise financière que connaît la Grèce. Aujourd'hui, prenons la direction de l'Islande qui vit aussi une période très difficile économiquement. Et aujourd'hui était un jour particulier pour la population. Elle était pour la première fois appelée à voter par référendum. La population devait répondre à une question pour sauver les finances du pays. Accepte-t-elle de rembourser la dette que ces banques ont accumulée? Réponse avec Gilles Rabine. Depuis plusieurs décennies, on n'avait pas vu de manifestation d'une telle ampleur en Islande. Mais le sentiment d'injustice est si fort que les Islandais sont sortis de leur légendaire réserve pour dire non. Leur histoire est celle de tous les peuples touchés par la crise économique. L'an dernier, leur gouvernement a nationalisé les pertes des banques en faillite pour avoir trop joué avec les placements à risque. L'ardoise, près de 4 milliards d'euros, est monstrueuse pour ce petit peuple de 320 000 habitants. 42 000 euros par ménage. D'autant que la majorité des clients des banques en faillite sont britanniques ou néerlandais et qu'ils savaient que leur placement était risqué. Les Islandais, déjà écrasés de dettes et touchés de plein fouet par un chômage massif, ne comprennent pas pourquoi ils devraient payer pour eux. Pendant des semaines, tous les jours, ils ont organisé une retraite au flambeau devant la présidence pour obtenir de voter sur la question. Ils ont tenu gain de cause et l'issue du premier référendum jamais organisé en Islande ne laisse aucun doute. On ne peut pas laisser passer ça. Aucun doute là-dessus, c'est non. Je vais voter non. C'est essentiel qu'on puisse dire qu'on refuse quelque chose d'aussi monstrueux. C'est important pour nous et les futures générations. Pour la première fois, dans un petit morceau d'Europe perdu dans l'Atlantique Nord, un peuple refuse de payer la note du sauvetage des banques qui n'ont rien fait, ou pas grand-chose, pour sauver les entreprises et les emplois. On revient en France avec le dernier week-end des retours de vacances. La journée était classée rouge en région Rhône-Alpes, mais pas de grandes difficultés aujourd'hui. Quelques dizaines de kilomètres de bouchons sur l'autoroute A6, sur la 43 ou encore sur la 41 à hauteur de Chignin en Savoie, comme vous le voyez sur ces images signées Thierry Simonet. Et pour les stations de sport d'hiver, c'est en tout cas déjà l'heure du bilan, même si les stations vont bien sûr rester ouvertes et profiter des touristes hors vacances scolaires. Pas vraiment de crise constatée, ce sont les petites et moyennes stations qui tirent leur épingle du jeu. Reportage dans la station d'Arèche-Beaufort, Denis Sébastien et Thierry Simonet. Ce sont les grandes gagnantes de cette saison de ski. Les petites et moyennes stations comme Arèche, 1000 mètres d'altitude seulement. Malgré une dernière semaine plutôt calme, dans l'ensemble, les vacances s'achèvent sur un bon résultat, 85% de remplissage en moyenne. C'est familial, il y a des petits restos qui ne sont pas trop chers, on mange bien, c'est impeccable. Pour arriver à ramener les skis, comment? Hein? Bon. Principale raison du succès, l'enneigement excellent pendant tout ce mois de février. Pas besoin d'aller très haut dans les grandes stations pour pouvoir chausser les skis. Ça fait maintenant déjà la deuxième saison où on a une fréquentation qui se répartit entre toutes les stations. Et effectivement, depuis 2 ans, les stations villages, les stations de basse altitude ont récupéré de la clientèle. Oui. Alors un steak haché frites? Bonne fréquentation, mais consommation en baisse. Les vacances au ski coûtent cher et même si les tarifs sont moins élevés dans les stations plus modestes, on surveille son portefeuille. Beaucoup moins dépensé qu'il y a 2 ans, mais dans l'ensemble ça va encore, ça reste raisonnable. La crise on la sent pas tant que ça va encore.
Des vacanciers qui regardent à la dépense et qui de plus en plus se décident à venir au dernier moment. Désormais, 25% des séjours se réservent quelques jours seulement avant le départ. Des réservations vraiment de dernière minute et puis des très courts séjours. Finalement, on arrive à un remplissage correct, mais c'était compliqué. Avec des taux de réservation qui approchent les 50%, le mois de mars semble plutôt prometteur. Au final, le cru 2010 dans les Alpes du Nord devrait être comparable à celui de l'année dernière, déjà très bon. À la veille de la Journée internationale de la femme, c'est devenu une tradition au Bourget. Des pilotes se donnent rendez-vous pour commémorer cette date symbolique. Des pilotes, oui, mais avec une qualité bien particulière. Ce sont toutes des femmes, des filles de l'air qu'ont rencontré Patrice Pelé et Chloé Cormery. Comment être à l'heure à un rendez-vous? La réponse, prendre l'avion. Ce matin, le capitaine Marie-Mac, pilote de chasse, est donc arrivé avec le sien, un Mirage 2000. Il y a à la fois des relations humaines qui sont très fortes, une aventure humaine énorme, et en même temps de pouvoir piloter un avion en plus comme le Mirage 2000, c'est à la pointe de la technologie et c'est fantastique. Avions de chasse, de transport ou d'hélicoptère, dans l'armée les femmes sont maintenant aux commandes partout, à égalité de salaire et de mission. En étant un militaire, on est avant tout militaire, donc un soldat, donc on met notre côté femme de côté, puis on fait notre métier comme les hommes. D'autres ont choisi la gendarmerie. Je suis le chef Morin, donc de la section aérienne de Villacoublay. Je suis l'adjudant Claudia Bergot de la section aérienne gendarmerie de Lyon. Et là aussi, les missions sont à haut risque. Malfaiteurs, enquête, perquisition, recherche de personnes disparues et des missions de secours et de surveillance. L'aéronautique civile française ne compte que 7% de femmes. Avec les hommes, le dialogue reste cependant assez confus. Quand les contrôleurs du ciel vous entendent, c'est vrai, ils sont plus sympas? Oui, ça dépend des contrôleurs. Il y en a certains qui pensent qu'on est un peu bête, surtout quand on est blonde. Mais sinon, ça va, ça se passe bien. Trop sympa les contrôleurs avec nous en général. Et cet après-midi, 40 années d'uniforme des personnels navigants ont été présentées. L'occasion de rappeler que c'est seulement depuis 1963 qu'à Air France, les hôtesses de l'air ont le droit de se marier. Voilà, il est 20h20 à suivre dans un instant, une semaine avant le scrutin des régionales, reportage en Poitou-Charentes sur le face-à-face Royal-Bussereau. Et puis quel rôle entend tenir le front de gauche, invité ce soir Marie-Georges Buffet. Un samedi de sport, le top 14 et le choc Stade français de Toulouse et des Parisiens humiliés. Et puis l'équipe de France de tennis a passé facilement l'obstacle allemand, victoire 3-0 avec le point du double aujourd'hui. Enfin 25 ans déjà, 25 ans de victoire de la musique. Quels sont les favoris pour ce soir? On retrouvera Nagui et Michel Drucker tout à l'heure, juste avant le grand direct. Les régionales avec un coup de projecteur ce soir, une semaine du scrutin sur la campagne dans la région Poitou-Charentes. Une campagne qui a bien sûr été en partie mise entre parenthèses par la tempête, mais qui a repris ses droits derrière ligne droite pour une candidate de gauche, plutôt silencieuse depuis quelque temps au niveau national. Ségolène Royal joue gros. Face à elle, le secrétaire d'État au transport, Dominique Bussereau. Parole de campagne, Hélène Hugues, Nora Fadlaoui. Après la tempête, le climat politique s'est adouci en Poitou-Charentes. Les candidats redeviennent des élus. Et là, vous allez être relogé là où... Distribution d'aide aux sinistrés, état des lieux des dégâts. On a un peu manqué, mais on va s'en sortir. Sur ce terrain, Ségolène Royal et Dominique Bussereau ne sont plus officiellement concurrents. Par exemple, avec la région, quels que soient mes motifs de discorde avec Mme Royal, nous mettons en place un programme de travail commun. Les lignes politiques sont brouillées, les esprits aussi. Si Mme Bussereau vient aujourd'hui, c'est parce qu'elle nous donne concrètement... Ça va être sur Internet, ça va être sur Internet, c'est pas grave. Là s'arrête l'idylle. Le soir même, quelques dizaines de kilomètres plus loin, la campagne reprend toute sa vigueur. Dominique Bussereau, ministre en service commandé pour essayer de limiter l'ascension de Ségolène Royal. Un combat presque sans espoir. Ça reste une mission difficile. Elle est présidente sortante, elle est candidate à l'élection présidentielle, elle est très habile, elle distribue de l'argent partout, en tous sens, en tout lieu. Elle est à la une de match quand moi je suis à la une du journal local. Grande favorite, Ségolène Royal aura cependant du mal à répéter l'exploit de 2004, 46% au premier tour. Mais il lui faut cette fois encore marquer les esprits. Je vous demande de venir très nombreux dès le premier tour pour me donner cette force de continuer
Continuer vers la présidentielle, même si elle s'en défend. Mais sur sa route, les écologistes, ils dénoncent l'hyper-présidente de région et menacent de se maintenir au second tour. Qu'on arrête de considérer qu'Europe Écologie ou les Verts soient quantité négligeable, juste là pour avoir le score suffisant pour être élu. 8 listes au total se disputent les suffrages en Poitou-Charentes, une région où tous les résultats seront scrutés à la loupe. Alors les régionales, on en parle maintenant avec Marie-Georges Buffet. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord un mot, on vient de voir Ségolène Royal, vous l'aviez soutenue au second tour de la présidentielle. Est-ce que vous pensez qu'elle a encore un destin national à venir? J'ai envie de dire, le moment n'est pas de parler des destins nationaux des uns et des autres. Le moment, c'est de parler des difficultés des Français et des Françaises, des questions de l'emploi. On a vu cette montée du chômage, des questions du pouvoir d'achat, de la retraite. Et dans la campagne que je mène, les hommes et les femmes nous parlent de cela et nous demandent d'avoir des solutions par rapport à ça. Donc j'aurais pas ma réponse sur Ségolène Royal? Non, parce que je pense que c'est vraiment des débats qui n'intéressent pas pour l'instant. Il y a tellement de souffrance dans ce pays, il y a tellement envie de solutions. Voilà. En revanche, aujourd'hui, il y a effectivement Martine Aubry qui assure une sorte de leadership sur la gauche actuellement. Ça vous va, cette condition de leadership actuelle de Martine Aubry? Je crois qu'il faut bousculer cette idée qu'il y aurait un leadership à gauche. J'ai envie de dire qu'en ce moment, la gauche, ça fait trop longtemps qu'elle ronronne, ou qu'elle ronchonne, qu'elle conteste. Je vous ai même entendu dire qu'il y avait une gauche raplapla, un peu light. Voilà. C'est le PS, ça? J'ai envie de dire, si on a 22 régions qui passent à gauche, et je pense que les sondages donnent à voir que 22 régions peuvent passer à gauche, il faut que la victoire soit efficace. Et c'est un peu ça qui motive les listes du Front de gauche, c'est-à-dire une gauche du courage, une gauche de combat, une gauche tout-terrain, c'est-à-dire on gère avec audace les régions, on combat la politique de Sarkozy, on est aux côtés du mouvement social, 100% mouvement social, et j'ai envie de dire que c'est ça qui donne un peu d'espoir, ces listes du Front de gauche. Alors vous avez choisi l'autonomie dans 17 régions sur 22, juste pour bien comprendre, qu'est-ce qu'on fait? Enfin, on est électeur de gauche, qu'est-ce qui va faire la différence? Pourquoi je voterai Front de gauche la semaine prochaine plutôt que Parti socialiste? Peut-être trois raisons en une. La première, c'est qu'il faut donner la dynamique nécessaire pour battre la droite, et je crois que le fait que le Front de gauche soit un rassemblement non seulement d'organisations politiques de gauche, mais aussi de syndicalistes, d'hommes et femmes qui aujourd'hui sont en lutte, c'est un argument. Deuxièmement, nous avons des propositions très audacieuses dans la gestion des régions, par exemple par rapport à l'emploi. Nous voulons mettre en place des fonds régionaux pour l'emploi et la formation qui vont aider les entreprises à maintenir l'emploi, à améliorer leur production respectueuse du développement durable. Et puis, je le disais, des listes qui sont 100% mouvement social, c'est-à-dire que nous allons avoir des élus qui vont porter dans les régions leur propre combat, leur propre lutte. Des professeurs de médecine, des syndicalistes, etc. Marie-Georges Buffet, que les choses soient claires, au soir en tout cas du premier tour, vos voix iront directement soutenir les candidats PS en tête, Verts en tête? Nous appellerons au rassemblement là où nous sommes en tête aussi. Non, bien sûr, rassemblement de toute la gauche, parce que nous voulons battre la droite. Et j'ai envie de dire qu'il faut se rassembler. Et nous, une fois que nous aurons gagné, que toute la gauche sera rassemblée, nous aurons la victoire, eh bien, dans les exécutifs, dans le conseil régional, nous continuerons à porter nos propositions, nos solutions. En revanche, j'ai pas bien compris. Qu'est-ce qui se passe quand le MoDem est présent sur cette alliance? Mais on n'a pas besoin du MoDem. Vous avez vu où il est, le MoDem, dans les sondages? Il faut que la gauche se rassemble à gauche. Donc il faut mener une vraie politique de gauche. On n'a pas besoin du MoDem. Le MoDem, c'est la droite. Restons à gauche et faisons quelque chose de bien à gauche. Alors 7%, c'est le score qui apparaît actuellement dans les sondages. C'est un bel objectif pour peser à l'avenir? Il faut aller plus loin, Là, nous avons encore un peu plus d'une semaine de campagne. Il faut aller chercher les hommes et les femmes. Je pense notamment aux électeurs et aux électrices socialistes qui ont envie qui ne vont pas renier leur vote pour le Parti socialiste, mais qui ont envie que la gauche se remue un peu plus. Ils ont le vote Front de gauche. Je pense aux abstentionnistes qui aujourd'hui se disent mais la gauche nous a tellement déçus. Eh bien, je leur dis avec le Front de gauche, vous allez avoir des élus de terrain qui vont être à vos côtés. Donc, je pense qu'on peut aller bien plus loin que les 7% actuels. Le Parti communiste, il a disparu dans ce Front de gauche, il est dissolu, il est quoi? Pas du tout, justement, c'est une nouvelle forme d'alliance où chaque parti continue, le Parti communiste veut continuer, veut se développer, le Parti de gauche également, la gauche unitaire, et puis nous nous mettons ensemble, nous constituons un front commun parce que je crois qu'il y a une envie d'unité. Moi, c'est ce qu'on dit, rassemblez-vous, c'est ce que nous sommes en train de faire. Merci beaucoup Marie-Georges Buffet, puis on retrouvera dimanche prochain pour suivre tous ces résultats sur France 2. Bien sûr, dans l'actualité également, de ce samedi, sachez qu'une quarantaine de supporters parisiens ont été interpellés à Lens cet après-midi, et cela juste avant le coup d'envoi de la rencontre qui oppose le Paris Saint-Germain à Lens justement. Sachez que 2 arrêtés interdisaient aux supporters du PSG de se rendre à proximité du stade Félix Bollaert aujourd'hui. C'est
C'est une information qui vous concernait il y a encore quelques temps quand vous étiez ministre. Oui, parce que je crois que ça ternit l'image du sport. Ce ne sont pas des supporters. Hein. Je trouve qu'ils mettent la violence dans le stade, alors que le stade, ça devrait être un lieu convivial, un lieu où on peut venir en famille pour avoir un plaisir devant les gestes sportifs. Allez, le sport, le vrai, ce samedi soir avec également le tennis et la victoire en Coupe Davis de l'équipe de France face à l'Allemagne. C'est la paire Liodra-Benedetto qui a cet après-midi apporté le 3e point et le billet pour les quarts de finale. Le match se déroulait à Toulon. Autre info du jour, en rugby, top 14, le Stade français n'a pas du tout aimé la vie en rose cet après-midi. Défaite 29-0 face à Toulouse devant 80 000 spectateurs. Le Stade français à qui il ne reste désormais qu'une chance infime de participer à la phase finale du championnat. Le cinéma ce soir avec la sortie mercredi d'une comédie grinçante, son titre Pièce montée, un mariage plein de surprises et à l'affiche une grande comédienne que l'on retrouve une nouvelle fois avec plaisir, Danielle Darieux, à ses côtés Jean-Pierre Mariel, Dominique Lavanon ou encore Julie Depardieu. Le film vu par Pascal Deschamps et Frédéric Capron. Un mariage, c'est comme un défilé de haute couture. Chaque détail compte. Dis bonjour à Bérangère. Dès les premières séquences, le ton est donné. Ce mariage-là ne se passera pas tout à fait comme prévu. On a beau soigner les apparences, elles sont parfois trompeuses, comme vont l'apprendre les jeunes époux. Depuis 2 mois, tu consultes la liste de mariage sur Internet pour savoir qui a acheté quoi et combien. Franchement, Bérangère, tout ça, on s'en fiche. L'essentiel, c'est qu'on s'aime. Ils ont un plan de vie. Oui, ils se sont fait un plan de vie tout tracé. Voilà, il se trouve que le film est là pour montrer que les plans de vie ne se déroulent pas toujours de la façon dont on l'a prévu. Surtout quand une dame d'un certain âge met son grain de sel. Maman, vous savez bien que vous ne devez plus conduire. Tu me pompes l'air, tu m'entends, tu me pompes l'air. Et la dame d'un certain âge, c'est elle. Ce jour-là, elle a tout organisé pour revoir son amour de jeunesse, qui n'est autre plus personne ne croit en Dieu. Que le curé du village. Un personnage sacré, un sacré personnage. Il y en aura pour tout le monde. C'est tout pour aujourd'hui. Ils sont mariés, allez, zou! C'est magnifique, ça. Ah, un prêtre qui dit, allez, zou! C'est magnifique, ça. Moi, j'aime les mal élevés, et les mal élevés et la tendresse. Les bien élevés ne m'intéressent pas. Toi, ta gueule! Un mariage qui part en quenouille, et à la clé, une leçon de vie. Comme une invitation à l'amour, quel que soit l'âge ou les circonstances. Ils ne sont pas si nombreux, ces films où les amoureux ont 160 ans à eux deux. Comme acteur, j'ai pas tellement joué les amoureux. Il a fallu que j'arrive à mon âge maintenant pour jouer des amoureux. Il était temps. J'ai pas osé être heureuse complètement. Mais toi, ose. Aujourd'hui, on ne brûle plus les sorcières. Pièce montée parvient ainsi à associer l'humour et l'émotion. Ça fait des années que vous me faites chier. Les piques grinçantes et la tendresse. De rien n'était. Et lundi, on lance la procédure de divorce. Et ce mariage-là est totalement réussi. Tu étais tellement beau. Dans un instant, le 25e anniversaire des Victoires de la musique en présence de Stevie Wonder qui a déjà reçu ce midi une première décoration, celle de commandeur des arts et lettres des mains de 2 ministres de la culture, l'actuel, Frédéric Mitterrand, et l'ancien, Jack Lang, image signée Mathieu Régnier. Et il y aura donc un joli plateau ce soir pour ce rendez-vous annuel de la musique. Et c'est en direct ce soir sur France 2. On retrouve au Zénith Nagui et Michel Drucker. Bonsoir, ils sont tous les deux tout beaux. C'est le 25e anniversaire des Victoires déjà. Dites-nous tout sur les stars de ce soir. Et puis sur les favoris, pourquoi pas? Or des stars, il y en a beaucoup puisqu'on va rendre des hommages, n'est-ce pas Michel? Michael Jackson, Hugo Frey. Hommage à Michael. Stevie Wonder, vous l'avez dit, sera présent ce soir. Il y aura bien sûr notre président d'honneur, Charles Aznavour. Et puis nous fêterons les 25 ans, c'est un anniversaire. Donc tous les animateurs qui ont un jour présenté ces Victoires de la musique seront présents sur ce plateau. Tous ceux qui sont encore vivants. Jusqu'à la fin de la soirée. Et puis bien sûr, nous saluerons les chansons originales et à succès de cette année 2010. Merci. Alors, vous allez être appelé à voter dans plusieurs catégories, notamment dans la chanson originale de l'année, qui va ouvrir le spectacle dans un instant. Absolument. On vous attend, Laurent. Oui, tout à l'heure, Laurent. J'arrive, à tout à l'heure. Merci à tous les deux et passez une très belle soirée. Avant de refermer le journal, eh bien, je vous rappelle l'une des informations de ce samedi, c'est le retour du froid dans les heures à venir en France. Baisse des températures qui deviendront négatives sur une grande partie du pays. La neige pourrait également faire son apparition. La météo, c'est à suivre juste après ce journal. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette édition. Tout de suite,
Donc la météo, Isabelle Martinet, 20h35. Les victoires de la musique. Je vous donne rendez-vous demain dès 13h pour l'info et dans 13h15 le dimanche. J'aurai le plaisir de recevoir François Léotard et Jacques Chancel. En attendant, passez une très belle soirée et à demain, j'espère.